Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi 14 septembre 2022 à cette nouvelle table ronde. C'est une table ronde de rentrée. Je suis ravi de vous retrouver sur Zoom Invest en direct. Nous avons alors aujourd'hui deux demi-heures très complémentaires. On va parler d'abord perspective macro pour le T4 2022, mais on va peut-être aussi se projeter un peu sur 2023. Puis nous parlerons en deuxième demi-heure finalement de la résilience une fois de plus et de l'adaptabilité une fois de plus de la pierre papier, de l'immobilier. Et c'est assez complémentaire, donc on va pouvoir en profiter et se préparer au mieux pour l'événement de Patrimonia qui arrive très bientôt. Alors je reçois pour cette première table ronde macro et perspective Arnaud Raymond qui est président et directeur de la gestion de Aliénor Capital, donc un camarade bordelais à moi, Jean-Jacques Friedman, qui est directeur de la GSM et des investissements chez Vega IM, et Gilles Echeberry-Garay, qui est directeur de la gestion diversifiée chez Ample Geste. Messieurs, comment allez-vous ce matin? Très bien, mieux que le marché. Ça va, merci. Ah bah ça commence fort, justement. Alors à moins de 15 jours de Patrimonia, cette table ronde, elle tombe à merveille pour aborder les questions épineuses du contexte de marché de cette fin d'année. Inutile de rappeler l'ensemble des faits générateurs que nous autres CGP, on rencontre tous les jours face à nos clients, leurs inquiétudes sur l'inflation, la géopolitique, les taux, le taux d'usure peut-être aussi quelque part. Tous ces faits générateurs de stress. Moi j'ai une question pour commencer, elle va être un petit peu provocatrice, mais comme ça je vous donne tout de suite la patate chaude. Euh, Est-ce la fin du monde? Alors, je vais commencer par Gilles, puisque c'est là-dessus qu'on avait commencé à discuter. Est-ce que c'est la fin du monde, Gilles? Et si oui, pourquoi? Sinon, comment on fait? Alors, la fin du monde, non, certainement pas. En fait, la fin d'un monde, oui. La fin d'un monde où les banques centrales sont accommodantes, où l'inflation est basse. Après, il faut voir, dans cette vision, heu, quelles sont les perspectives à moyen terme? Donc, par rapport aux 10 années qu'on a connues, de mondialisation, de démographie, déclinante, d'énergie pas chère, clairement l'élément changeant au-delà des banques centrales à court terme, c'est l'énergie. On est dans un monde où l'énergie sera un peu plus chère, même, si peut-être on n'aura pas des chocs et même on peut avoir un choc inverse en 2023 si jamais, l'Ukraine continue à montrer, enfin à avoir des choses où on va voir la guerre va devoir s'arrêter à un moment ou un autre. Mais en tout cas, on est dans un monde où les banques centrales sont beaucoup moins accommodantes et ça se voit et donc il faut en tenir compte. Donc never fight the Fed, c'est elle la banque centrale la plus importante. C'est elle qui a un peu perdu le contrôle de son économie, hein, clairement, puisque aujourd'hui on commence à voir l'inflation basculer un peu mais les États-Unis ont clairement un problème de diffusion de l'inflation et de demande importante. C'est un mauvais moment passé. Je pense que la Fed va baisser ses taux à partir de 2023. La question numéro un, c'est pourquoi va-t-elle baisser ses taux? Ok, Donc j'ai très pas la bien. réponse. Et Non, donc non, il y a mais 2 choix. C'est soit une récession, soit une réussite à extirper l'inflation. Ce sera le facteur déterminant pour 2023 en termes d'allocation d'actifs. d'accord, mais c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire si son choix d'augmenter les taux pour juguler un peu l'inflation ne fonctionne pas, elle risque de les rebaisser. Si ça fonctionne, elle les rebaisse. Oui, c'est un cycle. La Fed ne monte pas les taux pour monter les taux éternellement. Elle a aussi un mandat sur le Ah, chômage. ça, Elle va oui, f oui, à 4 elle va finir par extirper, par faire quelque chose. évidemment, Et la question est de évidemment. savoir c'est quoi? Cracher l'économie ou bien extirper l'inflation? Et ce sera Ok, ça qui sera le déterminant de 2023 parce que, on est encore sur le sentier de la guerre, au moins jusqu'à la fin de l'année. ok. Arnaud, quelle est ta position là-dessus, ta vision finalement sur ces grands mouvements? Est-ce qu'une fois Ah, de plus, tous les regards sont tournés vers les banques centrales et en particulier la Banque centrale américaine? oui, enfin, c'est qu'un bout de l'équation, les banques centrales. Ce qu'il faut comprendre, Évidemment. c'est que voilà, tout a changé depuis le début de l'année. On sort de 10 ans d'environnement non inflationniste. On a aujourd'hui un environnement inflationniste. On avait un, on avait un univers de taux zéro. On a un univers de taux courts et taux longs en hausse. On avait un marché boursier en tendance haussière, on a un marché boursier en tendance plutôt baissière. L'environnement était favorable à la croissance, il est favorable à la value. Voilà, tout a changé depuis le début de l'année. Le fil conducteur, c'est la hausse de l'inflation, la hausse des taux. Et dans ce contexte-là, et de spirale inflationniste qui s'amorce aux États-Unis, les banques centrales étaient tenues de réagir, et elles réagissent sur les taux courts et les taux longs aussi. Et ça a un impact direct sur les multiples de sociétés en bourse, hein. Les multiples se dégonflent, d'autant plus facilement qu'on avait une bulle sur les valeurs de croissance.
Voilà, donc tout a véritablement changé. Et la conclusion, c'est qu'on a des marchés de taux structurellement baissiers et sur les emprunts d'État et sur le corporate, parce que les spreads de crédit aussi se tendent. Et on a des marchés boursiers aussi en tendance baissière, en tout cas pour les valeurs de croissance, c'est certain. Voilà, même si la value est cyclique, arrive à s'en tirer pour le moment. En sachant qu'on ne peut pas aller chercher tellement d'espoir, en tout cas à court terme, sur les obligations, qu'elles soient d'État ou qu'elles soient corporate. Non, on reste dans une tendance de dérapage haussier des taux longs, hein, pour deux raisons, hein. C'est parce que l'inflation structurelle, hein, l'inflation incompressible, corps, non seulement ne baisse pas, mais continue à déraper à la hausse. Et puis, les banques centrales, enfin surtout la Réserve fédérale américaine, voient la hausse des taux comme un instrument de ralentissement de l'économie et de diffusion de sa politique monétaire. Donc, elle réduit son bilan et en réduisant son bilan, elle vend des obligations et ça fait monter les taux. Ok. Jean-Jacques, ta vision là-dessus? L'idée, je pense que ce qui inquiète le marché, On t'entend pas. Je ne t'entendais pas, je me suis inquiété. Vas-y. voilà, c'est bon. C'est que C'est bon. il y a des certitudes face à des banquiers qui sont des banques qui sont dans leur mouvement parfois contradictoires de quelques mois sur l'autre. Alors je pense qu'il faut garder des lignes de force par rapport à ce qu'on a vu cet été. Vous parlez tout à l'heure du fait qu'il y avait la macro, la valo, etc. Je pense que si on classe souvent ce qu'on fait en 4 éléments, la macroéconomie, la micro, les boîtes, la géopolitique et puis les flux, on voit bien qu'au cours de ces 2 derniers mois, le marché à chaque fois s'est focalisé sur un point différent. D'abord, ça a été le résultat des boîtes, et là on a plutôt eu des bonnes surprises, et ça on l'interprète plutôt par le fait qu'il y avait à la fois le mouvement sur l'euro, qui est très négatif pour la zone euro, mais qui a favorisé les boîtes européennes. Puis dans un contexte où on entend parler d'inflation, les boîtes ont réussi à faire monter à monter leur prix. Donc ça a été un élément favorable. Mais je pense que beaucoup de personnes sur ce mouvement-là se sont allégées, ce qu'on a fait nous-mêmes, et ce qui explique peut-être pourquoi le marché aujourd'hui, alors qu'il y a des nouvelles un peu négatives, baisse pas tant, parce que finalement des gens ont pris déjà et ont allégé leur position. Ce que je pense, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous les éléments. C'est-à-dire que je pense qu'en début d'année, en effet, il y avait une croissance qui était présumée forte après ces 2 années de confinement avec les services qui devaient faire le lien. Et donc, il fallait jouer de la value. Je pense qu'aujourd'hui, et on y reviendra peut-être, ce qu'on avait fait, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on pouvait alléger l'obligataire, jouer de la value, etc. Je pense que là, on arrive à un moment où les banques centrales qui étaient un peu en retard ont quand même permis d'ancrer les anticipations inflationnistes, ont réussi à les ancrer sur des niveaux assez bas, modérés pour les années à venir. Donc on voit bien qu'il y a des flux de nouveau qui peuvent se repositionner sur l'obligataire, et tout ça ira de pair aussi avec, on pense, un repositionnement sur les valeurs de croissance. Donc hier, le mouvement a été très symptomatique, c'est-à-dire que les gens sont dans l'attente finalement de se dire quand est-ce que ça va se calmer sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on passera à un problème suivant, mais le problème suivant, ça sera le problème de la rareté de la croissance, le problème du fait que, on parlera de récession. En Europe, un pays comme l'Allemagne, elle est déjà actée, et à ce moment-là, face à une croissance rare, il faudra chercher des valeurs de qualité. Parce que on est d'accord, si je comprends bien ton propos, le risque, il est à un moment donné, si tu jugules trop vite ou trop fort l'inflation, l'impact peut être tout simplement d'abîmer un peu le jouet, c'est-à-dire l'économie, et donc ne pas forcément régler le problème. Enfin, si on le règle, d'un mal pour un autre mal. Est-ce que c'est un peu ça qu'il faut observer quand même? La ligne de force à avoir, c'est que les banques centrales voudraient que leurs paroles soient performatives. C'est-à-dire qu'il y a un endettement très important des États. Les États ne peuvent pas durablement s'endetter sur des niveaux très supérieurs au niveau auquel elles s'endettent à l'heure actuelle. Donc, on fait souvent le parallèle avec 80 et Volcker. Je trouve la situation très différente. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup et on monte les taux courts très fortement et on agite le fait qu'on est prêt à abîmer l'économie pour que, justement, les taux longs ne puissent pas déraper, que les anticipations inflationnistes, surtout, ne dérapent pas durablement, parce que les États étant tellement endettés, ils n'ont pas les moyens, finalement, de supporter des taux d'intérêt longs beaucoup plus élevés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voit se recréer, justement, des fonds à échéance, etc. On en reparlera.
C'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux de taux où l'obligataire retrouve un peu d'intérêt, alors que pour nous tous, ça avait disparu depuis déjà de nombreuses années. OK, merci beaucoup, Jean-Jacques. Donc là, une fois encore, on s'aperçoit bien qu'il faut plus que jamais savoir piloter finalement avec finesse dans de tels environnements. Donc je vous remercie, de partager avec nous, votre vision. Maintenant, il est plus que nécessaire qu'on rentre un peu plus dans le détail de vos stratégies. J'aime bien dire qu'on soulève un peu le capot, sans rentrer dans les secrets et puis de voir un peu comment vous allez traduire finalement, ces convictions profondes pour ces prochains mois. Qu'est-ce que vous allez en faire, vous? Comment est-ce qu'on se protège? Y a-t-il encore des opportunités? Je vais rester l'optimiste naïf que je suis habituellement. Elles sont où? Et si elles existent, comment on fait à travers vous pour les saisir? Je vais te donner la parole, Jean-Jacques, justement, je vais te laisser sur ta foulée. Vers quoi, tu vas aller et vers quoi Vega aujourd'hui va, dans sa gamme assez large, aller travailler pour en bien sûr, vous n'avez pas de boule de cristal, mais essayer de tirer je vais dire, le moins pire du marché et de l'autre côté le meilleur. Ce qu'il y a, c'est que justement, c'est un peu le symétrique de début d'année. Quand je regarde les opérations, on voit bien qu'en début d'année, justement, alors qu'on est nous-mêmes croissance, on allait vers des fonds plutôt value, on allégeait l'obligataire, on sortait des converts, on sortait des petites valeurs. Là, je pense qu'on revient justement vers des thématiques davantage de croissance. Il y a notamment, par exemple, le fait qu'on peut même combiner finalement ce que je dis sur un plafonnement obligataire, puisque là, on vise une inversion de la courbe des taux, notamment aux États-Unis. Donc revenir par exemple sur la classe obligataire convertible. Je pense aussi qu'il y a des thèmes par exemple sur l'énergie, si on prend l'exemple de l'énergie qui est l'énergie cœur, il y avait deux façons de le jouer. Soit on allait sur des valeurs pétrolières par exemple classiques. Nous on a fait le choix des énergies renouvelables, notamment par rapport à des considérations ESG, je crois, qui sont très présentes et durables. Et là on voit bien que tous ces dossiers-là, en réalité, il y a tellement de subventions de la part des gouvernements américains notamment, que c'est un peu décorrélé. C'est-à-dire qu'on retrouve la vraie notion de valeur de croissance qu'on avait avant les techs, qui aujourd'hui se retrouvent sur ces énergies renouvelables. Donc les mouvements, c'est pour l'instant de jouer un peu le range, c'est-à-dire que il y a le 24 février marque la zone de démarcation finalement, et donc on n'est pas capable de repasser dans les fourchettes de fluctuation précédentes. Donc quand on se rapproche de cette zone-là, on se met sous-pondéré, voilà. Là, avec ce qui s'est passé, souvent le CPI donne l'impulsion pour le mois en cours, donc on reste prudent sur le mois en cours, mais comme je le dis, les chiffres américains sont parfois surprenants et volatiles, et donc je pense que le marché guettera le prochain chiffre d'inflation, et le comportement qu'il y a eu, les réactions qu'il y a eu hier sur le Nasdaq et la différence sur le marché européen montrent, que les gens avaient pris des bénéfices sur le marché européen, étaient sortis, avaient allégé, et qu'il y a des liquidités importantes sur le marché européen, et que les gens guettent vraiment le moment où on passera de la thématique inflation à la thématique récession, faiblesse de la croissance, ce qui sera en faveur des valeurs de croissance qu'on réintroduit à l'heure actuelle. Donc tu as une analyse quand même, pardon du terme, basiquement assez cyclique finalement là. On observe finalement un cycle classique de l'économie, en tout cas des grands mouvements initiés par les banques centrales pour pouvoir adapter ta gestion derrière selon la gamme de fonds. Mécaniquement, ce qu'il y a, c'est que le paradoxe, si on prend par exemple l'économie européenne, si on voit bien la plongée en récession, au moins pour l'Allemagne, sans doute pour la France, des économies du Sud, c'est un petit peu, voilà, il y a l'effet notamment service qui est un peu différent. Et le paradoxe, c'est que justement pour lutter contre la dépréciation du dollar, contre l'inflation, il y a l'idée de monter les taux, alors que d'habitude on monte les taux quand on veut calmer l'économie. Là, on monte les taux justement par rapport à des questions notamment de change. Donc on rajoute une couche. Donc mécaniquement, quand la faiblesse est rare, on ne va pas sur les entreprises endettées, on ne va pas sur les entreprises qui sont dangereuses en cycle. On joue vraiment la qualité. Donc on joue l'inverse, si je puis dire, de ce qu'on avait, de nos interventions tout du monde en gestion sous mandat du début d'année. Très bien. Gilles, est-ce que tu partages cet avis ou pas? Et quels sont, chez toi, finalement, les grands angles que tu vas essayer de prendre et peut-être, des secteurs que tu vas abandonner ou en tout cas mettre de côté pour l'instant?
Oui, tout à fait. C'est la centralité des banques centrales est importante dans notre approche. Je veux dire, ce qui était compliqué jusqu'à présent, c'est qu'on a une corrélation négative hein, ou positive à la baisse, où effectivement et l'obligataire et les actions ont baissé en même temps. Alors nous qui travaillons sur les décorrélations de portefeuille, ça a été assez compliqué pour nous jusqu'à présent. Notre conviction, c'est que cette corrélation, je veux dire, à la baisse, va s'achever. Et va s'achever au moment où les banques centrales vont donner, ou la Banque fédérale américaine va donner l'impression d'arrêter sa montée ses taux. Donc la question, comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi elle va arrêter. Et disons qu'il y a deux scénarios aujourd'hui sur la table. Un, le scénario optimiste où effectivement elle arrive à extirper l'inflation, et la croissance repart. Il y a un ralentissement de la croissance, mais les résultats des entreprises se maintiennent et dans ce cas-là, effectivement, on a une inflation qui se maintient à un niveau un peu élevé, mais pas aussi élevé qu'aujourd'hui, autour de 3, donc des taux qui sont pas forcément, très porteurs, mais on a les actions qui repartent. L'autre scénario qui est malheureusement probablement un peu plus probable puisque la Fed, n'a réussi à faire ce qu'on appelle un soft landing, donc la solution, ce qu'on avait évoqué avant, qu'une seule fois en 93 et c'était des circonstances extrêmement différentes. L'autre, c'est qu'effectivement, elle est un ralentissement beaucoup plus fort, voire une récession, même une récession prolongée de l'économie américaine suite aux montées de taux, extrêmement importantes qu'elle doit infliger pour contrôler, l'inflation. Et dans ce cas-là, ça sera compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que toute la partie obligataire et en particulier la partie obligataire d'État, qui aujourd'hui rapporte du 3,5, 2 en Europe, 3,5 aux États-Unis, sera beaucoup plus porteuse que ce qu'elle est maintenant. Mais en tout cas, je dirais, ce qu'on guette, aujourd'hui, on est dans une phase de remontée de taux de banque centrale, corrélation à la baisse de tous les actifs. Et nous, ce qu'on guette, c'est effectivement le moment où les actifs vont commencer à se décorréler, soit en faveur des actions, soit en faveur des obligations. Même sur les fonds latitude, on est plutôt dans un positionnement qui sera plutôt obligataire que action a priori, mais on reste l'esprit ouvert face à une éventuelle réussite des banques centrales, même si on a de gros doutes par rapport à ça. Ce qui nous semble, je dirais, pas évident, mais probable, c'est qu'effectivement, la problématique d'inflation enfin, qui était en 2022, qui était partout, en 2023 va progressivement disparaître pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Va progressivement disparaître des marchés et on va se focaliser plus sur la croissance en 2022, soit positivement, soit négativement. Donc voilà, donc nous, on est encore en phase d'attente, on est dans cette phase où les banques centrales sont, sont actives, montent les taux. Donc aujourd'hui, c'est risk on, risk off. Hein. C'est soit cash, soit des actifs, et tous les actifs montent en même temps, tous les actifs baissent en même temps. Donc c'est un peu pénible à gérer. Et on attend le moment où le découplage va se créer parce qu'on va avoir une perspective d'arrêt de montée des taux. Hein. Aujourd'hui, c'est pour mars 2023 probablement, d'arrêter de monter les taux de la Fed. Donc, ce qui reste 6 mois un peu compliqué, voire très compliqué. Mais derrière, on va retrouver des marchés, je dirais en tout cas, où la décorrélation se retournera. Et donc, ça veut dire que, quelle que soit la phase du cycle, on aura des endroits où investir, où gagner de l'argent. Et on commence à avoir des choses intéressantes à investir, sur lesquelles investir. OK, merci Gilles. Arnaud, est-ce que tu peux nous donner ta vision et ce que tu as mis en place, toi, aujourd'hui, pour pouvoir finalement t'adapter au mieux? Alors, je le redis, je suis un optimiste, donc je vais suivre Gilles en disant que ça va piquer encore pendant 6 mois. On va utiliser ce terme-là. D'abord, est-ce que tu partages, finalement cette vision et qu'est-ce que tu as mis comme outil, toi, pour justement, en tirer le meilleur? Je pense que ça va piquer un peu plus que ça. 6 mois, ça me paraît court. À notre sens, on est dans une tendance baissière sur les marchés boursiers. On revit un petit peu ce qu'on a vécu entre 2000 et 2003. Et 2000-2003, c'était pas un an de baisse, hein, c'était 3 ans de baisse. Voilà. Donc, on a des marchés qui sont mauvais, des marchés en tendance baissière. Alors, j'ai pas d'horizon précis en tête, hein, mais on a des marchés boursiers en tendance baissière, surtout sur les valeurs de croissance. Et à notre sens aussi, sur les marchés obligataires, le prix d'équilibre n'a pas encore été trouvé. Donc, les taux longs ont encore à monter et les prix obligataires ont encore à baisser. Donc, notre stratégie aujourd'hui, elle est simple. On est net short sur les indices boursiers et en particulier sur le Nasdaq, puisque le Nasdaq est fait très majoritairement de valeurs de croissance. On est modestement net short sur les emprunts d'État américains, italiens et allemands. Mais c'est une position modeste parce que c'est plus un dérapage des taux longs qu'une véritable envolée maintenant. Et puis, de façon aussi accessoire, nous avons un petit portefeuille de valeurs value acycliques, donc des grandes pharmaceutiques, des valeurs de télécom, et puis quelques secteurs un peu particuliers,
comme l'énergie et le matériel de défense. Voilà, donc si je dois résumer, net short sur les indices boursiers, mais surtout sur le Nasdaq, net short sur les emprunts d'État américains, italiens et allemands, mais de façon modérée, et un petit long, un petit portefeuille de valeurs value acycliques ou de situations spéciales qui, à notre sens, malgré le contexte, peuvent s'apprécier. J'ajoute qu'on est en embuscade, parce qu'un marché baissier, c'est jamais une ligne droite, on est un peu en embuscade sur des éventuels rebonds un peu musclés qu'on voudrait essayer de capter par un long indiciel, ou en tout cas réduire au moins notre net short, notre net vendeur. Hein. Je ne vous cache pas qu'on a raté le rebond de cet été, ce n'est pas un exercice facile, donc on a gardé nos positions net vendeuses sur indice, mais on reste à l'affût de rebonds tactiques possibles. Voilà, je n'ai pas d'horizon de temps, tout ça peut se dérouler sur 6-9 mois ou sur 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, on verra, c'est impossible d'avoir une idée très précise du déroulement de ce scénario. Il y a plein d'événements qui vont interférer, on verra au fil de l'eau ce qui se passe. Non, mais donc une position quand même, enfin une vision finalement assez défensive, mais qui garde quand même un œil sur de potentielles opportunités, parce que cette situation me semble quand même un petit peu inédite, quand même. Donc qui dit inédit, dit quand même des petites opportunités. Une vision plus que défensive, une vision négative. Hein. J'ai fait un parallèle épouvantable, c'est le parallèle avec les années 2000-2003. Ce sera peut-être pas aussi méchant que ça, mais il y a de grosses ressemblances en termes de survalorisation de beaucoup de sociétés, de surmarge dans un bon nombre de secteurs d'activité aussi, et puis cette effroyable pression à la hausse des taux qui pressure les multiples, hein, les PER à la baisse. Évidemment. Évidemment. Je ne parle pas de la révision à venir des résultats. Justement, Arnaud, je te laisse la parole. Comme on n'a jamais encore fait de table ronde. Pour terminer, moi j'aime bien, c'est mon habitude, j'aime bien matérialiser ce que vous êtes en train de dire pour qu'on parte un peu avec du concret. En fait, qu'on puisse en parler ensuite de votre gamme ou d'un produit, etc., à nos clients, parce que tu imagines bien que le contexte actuel est un contexte extrêmement compliqué à expliquer, en particulier les clients qui ont besoin d'être rassurés. Là, aujourd'hui, toi, comment tu traduirais et au travers de quel fonds tu traduis ce que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire finalement des éléments défensifs en gardant un œil seulement sur quelques valeurs pour revenir si jamais à un moment donné il y a le virage inverse se fait. De quoi tu veux nous parler? Allez, je te laisse 2 minutes 30 pour nous expliquer un petit peu comment concrètement on peut intégrer dans nos allocations ce que tu viens de nous expliquer d'optionnel. Oui, alors je vous parlerai volontiers de notre fonds défensif. On a un fonds prudent hein, qui s'appelle Aliénor Alter Euro, voilà, qui a vocation à faire un rendement modeste, on va dire entre 3 et 5 en moyenne annuelle sur 3-4 ans, avec peu de volatilité, un SRRI très bas, il est SRRI 3. Dans ce fonds actuellement, donc, nous n'avons plus que très peu d'obligations corporate, hein. Il reste 3 fois rien parce qu'on n'est pas très très optimiste et on est légèrement net short sur le Nasdaq à hauteur de 20%, comme je l'ai dit, net short Bund, BTP et T-Note à hauteur de 2 de sensibilité négative. Voilà, alors c'est très particulier comme position. Hein. D'habitude, ce fonds est investi en obligations corporate. D'habitude, il a un peu d'actions, entre 30 et 40% d'actions. Mais il faut s'adapter à l'environnement. Et nous, notre analyse est que l'environnement est négatif. Hein. Donc, on a adapté le fonds pour essayer de performer dans cet environnement négatif. Le fonds n'est pas dans le vert encore, il est très légèrement négatif depuis le début de l'année, mais très légèrement. Voilà. Mais on a bon espoir que sur les 18-24 mois qui viennent, même dans un contexte dégradé, on arrive à gagner un peu d'argent pour les clients avec les méthodes que je vous ai indiquées. L'article fait, le fonds réplique parfaitement ce que tu nous as expliqué avant, donc c'était un très bon article. Je le rappelle et j'en profite derrière l'argument d'Arnaud, évidemment l'équipe d'Ali trouve de mémoire au stand G5 lors de évidemment tous nos auditeurs peuvent venir vous rendre pour
creuser un petit peu plus de cette stratégie qui est un peu technique et qu'il faut évidemment prendre du temps avant d'en parler aux clients parce que ça peut être un peu effrayant. Je te pose la même question, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous traduire finalement dans la merveilleuse gamme ce que l'on garde, ce que l'on peut-être met un peu de côté et vers quoi on va se tourner pour ce TK de tête même un peu pour 2023? Oui. Bah, par exemple, il y a un an, on avait lâché les fonds justement diversifiés. Et je rejoins un peu ce qui avait été dit sur la décorrélation qui va se recréer. On avait créé par exemple des fonds où il n'y avait plus d'obligataire, où il y avait juste une couverture de la partie action. Donc ça, c'est maintenant ce qu'on lâche justement. Et ce vers quoi on va, bah, on revient justement vers des fonds diversifiés, donc qui associent actions et obligations. Donc je revois des flux arriver aussi sur ce type de fonds, donc Vega Euro Rendement par exemple, qui dépasse 1,2 milliard. Et là, on est encore prudent, mais l'idée, alors on est positionné comment? C'est-à-dire qu'on a 15% de cash, on avait 35% d'exposition action, mais avec une couverture de 13% qui ramène l'exposition à 22% d'actions. Et sur la partie obligataire, on a couvert la moitié de la sensibilité obligataire, donc c'est du 4-5 ans, donc c'est une sensibilité en gros de 4, donc on remet les 50% à une sensibilité de 2, donc comme ça représente la moitié de la poche action, il y a une sensibilité de 1 à l'heure actuelle, avec l'idée qu'on va progressivement enlever une partie à la fois de notre couverture action et de notre couverture taux. Mais on pense que c'est vraiment le sens de l'histoire, de revenir à la fois sur un marché action. Alors, je pense que pour les quelques semaines à venir, ça peut être un peu difficile parce que le CPI souvent oriente comment dire, le sens du marché pendant le mois en cours. Mais comme je l'ai dit, il peut y avoir des changements assez rapides, notamment même sur les statistiques américaines. Et justement, sur le fait qu'on est tous d'accord, à mon avis, sur le fait que l'élément croissance sera rare, et ben, il faut trouver, comme on disait tout à l'heure, sur justement par exemple les énergies renouvelables, il faut justement trouver ces thèmes, ces thèmes de croissance qui sont indépendants du cycle économique. Parfait, donc pareil, hein, à tous nos auditeurs CGP comme moi qui voudraient creuser plus parce qu'il est déjà 10h27, c'est incroyable, les 27 minutes sont passées, comme un claquement de doigts. On retrouve toute l'équipe de Vega, stand B10 si je ne m'abuse, Jean-Jacques, pour nous parler un petit peu plus de ça et creuser évidemment, plus en détail. Alors on finit par Gilles. Gilles, cette vision, finalement, partagée entre nos 2 co-débatteurs où on se prépare, hein, on a compris le message avec 2 styles différents, il va falloir faire un peu le dos rond. Comment on fait et comment va s'adapter finalement, ta gamme de profils à toi? Bah, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a le plus gros bear market ou marché baissier sur les obligations d'État depuis quasiment 40 ou 50 ans. Donc nous, on pense que c'est une opportunité assez forte pour 2023. Donc on est plutôt dans la récession. Quand je disais tout à l'heure, ça va aller mieux dans 6 mois, c'est qu'on va avoir une corrélation négative. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense que l'obligataire va bien marcher en 2023. Les actions, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc clairement, c'est Invest Attitude Patrimoine, notre fonds majorité obligataire, hein. On a limité la casse. Malheureusement, on a eu un été un peu plus compliqué. Je dirais que c'est ça où on va gagner de l'argent, probablement, plutôt début 2023, fin 2022, en pariant, sur l'obligataire d'État qui vient de subir, un bain de sang, je dirais historique et qui offre aujourd'hui des taux de rendement sans risque de défaut, proche de 3,5 aux États-Unis, 2 en Europe, on est plutôt sur les États-Unis. Voilà, donc nous clairement, on se positionne sur, la partie obligataire longue, même si elle n'est pas d'actualité tant qu'on a un peu de dérapage inflationniste, mais le potentiel est là, le potentiel est même très fort, hein, chaque fois que les taux d'État 10 ans baissent d'1 %, le prix gagne 10 à peu près 8 ou 9. Évidemment. Donc on peut gagner un peu d'argent sur ce marché-là, même et surtout si les actions, ont une année encore compliquée en 2023, ce qui sera probable. Donc voilà, donc c'est nous, on est plutôt sur, heu, aller sur l'obligataire, pas dans l'immédiat, ça a arrêté de baisser mais ça monte pas, mais voilà, être positionné sur, Latitude Patrimoine, notre fonds, plus défensif. Parfait, et on retrouve évidemment, toute l'équipe d'Amplegest, J15, c'est ça Tout à le fait. stand à Patrimonia? Bon messieurs, 10h29 et 33 secondes donc bah, voilà cette merveilleuse demi heure est passée, extrêmement rapidement.
Et là, pour le coup, ce que je disais en présentation est évidemment, évident à tout le monde. Ça tombe bien que Patrimonia arrive dans 15 jours et que je vous ai donné les stands de nos camarades parce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir les sales, mais également les gérants qui seront présents, sur les stands parce qu'on rentre quand même dans une situation, c'était déjà un peu bizarre cette année 2022 depuis le début de l'année, mais là, on rentre dans une période où il faut vraiment aller voir le commandant de bord, parce qu'on ne pourra pas piloter tout seul. En tout cas, c'est mon avis. Je vous remercie messieurs pour la clarté de vos convictions, vos stratégies. On va avoir besoin, j'imagine, de creuser tout ça, donc on se verra à Lyon très, très bientôt. Je vous souhaite en tout cas pour aujourd'hui une bonne journée et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour une table ronde sur l'immobilier non géré, géré pardon.